Et voilà, salut! Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver. Je suis Martin, comme d'habitude, de Street Press. Bienvenue pour un nouveau webinaire, formation Street Press pour tous les citoyens, les citoyennes. Je vous retrouve depuis mon bureau, hein, depuis chez moi, vous commencez à avoir l'habitude, c'est soit là, soit dans la rédaction de Street Press. Voilà, vous avez un peu toute l'ambiance derrière. Oui, j'aime les mangas, voilà, vous le savez maintenant. J'ai mis le petit t-shirt de Street Press, hein, toujours très classe. Moi, je l'aime beaucoup. J'essaie de le mettre un maximum comme ça. J'ai pas à me poser de questions sur que vais-je porter pour les streams. C'est toujours une grande question pour moi qui ne suis pas un roi de la mode. Du coup, je suis vraiment content de l'avoir. N'hésitez pas, hein, quand vous venez à des événements street press et tout, souvent on l'a dans le stand de merch. Hein, on vous le vend et on est heureux de le vendre parce qu'on l'aime bien. Il est très beau. Moi, j'aime beaucoup. C'est vraiment joli. Bon, moi, je l'ai gratuit. C'est l'avantage de travailler à Street Press. Voilà. On est parti pour un nouvel épisode de nos webinaires. Vous savez, pour ce coup-là, notamment, on est en partenariat avec le planning familial pour une série de 3 épisodes, 3 formations dédiées à l'offensive de l'extrême droite sur lutte féministe notamment. Je vais vous refaire un peu le topo comme ça, en attendant que notre invité nous rejoigne, Léana Lestra. D'abord, je vous rappelle d'où ça vient, parce que vous êtes souvent nombreuses et nombreux à être nouvelles et nouveaux avec moi. C'est pas si longtemps qu'on a lancé, je crois que c'est le 9e épisode qu'on fait. Donc forcément, c'est bien de rappeler tout ça, rappeler le temps que ça peut prendre. Je vais mettre mon écran en partage d'écran et on va se remettre un peu tout ça. Bougez pas. Hop là, ça vient dans une seconde. Hop, c'est en train de charger. Alors d'où ça vient cette histoire? Ça vient de ça. On va essayer de le mettre en part égale, on va dire à peu près. Ça vient de ce site Street Press, bien sûr, que vous connaissez, qu'on a créé pour vous, hein, bien sûr. Ça existe depuis 2009. Et il y a quelques temps, on a vu arriver les municipales et on s'est dit, mais en fait, on va pas rester comme ça, parce qu'on nous a annoncé que ça allait être la grande victoire de l'extrême droite. On l'a vu maintenant que ce deuxième tour est passé. C'est pas parfait, mais clairement, on peut appeler ça une grande victoire de l'extrême droite. Et du coup, on vous a fait une carte. Alors d'abord, une carte que je vais afficher. Hein, bien sûr, c'est mieux si je l'affiche. Alors, elle est où la carte de l'extrême droite municipale? La carte des 250 brebis galeuses, la voici. On vous a fait une carte pour suivre ça, donc une carte d'abord culée à l'extrême droite, et ensuite donc cette carte des 250 brebis galeuses. Je vais vous la mettre mieux que ça. Rien. Et c'est pas terrible. Donc ouais, cette carte des brebis galeuses. Ah, faut que je mette mon mail. Vous mettez votre mail à chaque fois. Hein, moi, je le mets très souvent, martin@streetpress.com. D'ailleurs, n'hésitez pas, vous me poser des questions à chaque fois. Et on vous montre cette carte qui est disponible aussi sur grand écran. Là, c'est la version brebis galeuse, hein, que vous pouvez avoir. Vous pouvez aussi l'avoir en version. Et la version aussi, comment votre ville risquait ou pas de filer à l'extrême droite. J'ai pas encore été voir si on a été hyper bon dans le calcul, si Alessio Motta, le sociologue avec qui on a travaillé, mérite d'avoir une très très bonne note ou pas. On verra. Je vérifierai ça un peu. En tout cas, voilà, c'est parti de ça et on s'est dit qu'on n'allait pas s'arrêter là et vous proposer aussi des formations pour toutes et tous. Il y a des formations pour les journalistes, il y a des formations bientôt pour les créatrices et créateurs de contenu. Les journalistes, la promo 2 démarre tout début avril, la deuxième promotion de journalistes qui viennent se former avec nous à mieux enquêter sur l'extrême droite. Pour les créatrices et créateurs de contenu, ce sera début juin. Voilà, si jamais vous êtes créatrice, créateur de contenu, n'hésitez pas à me faire signe, notamment sur Street Press, sur martin@streetpress.com, je vous en parle un peu, mais voilà, là c'est encore un peu le début, mais on va lancer l'appel à candidature mi-mai, allez peut-être début mai plutôt, et du coup là vous aurez toutes les informations, n'hésitez pas à suivre ça. Et du coup on a aussi fait un truc pour tout le monde, parce qu'on voulait pas en faire que pour une partie de la population, nous on veut que tout le monde puisse suivre ça, et on vous a fait une chaîne, la chaîne du Club Street Press, hein, qui permet du coup de suivre ça. Alors vous trouvez tous nos épisodes sur le live que vous êtes en train de suivre. On en est à 9 lives à peu près. Je vais ouvrir le bon endroit parce que là, je vais ouvrir juste mon petit onglet. Et aussi, en vous abonnant sur la chaîne du Club Street Press, et donc la chaîne YouTube, hein, vous vous abonnez. Et du coup, vous pouvez retrouver tous les épisodes qu'on a déjà fait, les 8 autres épisodes. C'est le 9e là qu'on fait aujourd'hui. Voilà, vous avez cette chaîne du Club Street Press. N'hésitez pas à aller voir, vous tapez chez Club Street Press YouTube, ça sort tout de suite. Et notamment, vous retrouvez les épisodes précédents. On a été avec Magali Della Souda, on a été avec le planning familial pour ce cycle-là. Mais avant ça, on s'est aussi demandé qui étaient les électeurs du RN et électrices du RN. On s'est aussi demandé comment se mobilisés sur les territoires du RN. On a reçu notamment Marine Tondelier pour une soirée en public à la Gaîté Lyrique. On a reçu aussi les antifascistes, le collectif antifasciste des Deux-Sèvres, qui nous ont raconté un peu comment ils faisaient pour lutter face notamment à la coordination rurale dans les Deux-Sèvres. Donc voilà, plein de choses différentes.
on a essayé de vous faire vivre ça. L'idée, c'est de vous donner des outils, un maximum d'outils très concrets, des initiatives aussi, pour vous donner la pêche et un peu contrecarrer ce message qui dit c'est inexorable, l'extrême droite monte, on peut rien faire. Non, il y a plein de gens qui font des choses. Et nous, on vous le montre, on vous fait suivre ça et on vous le raconte jour après jour. Voilà un peu pour toutes ces premières informations que vous avez un peu l'habitude si vous suivez ça. Je vous rappelle donc que vous pouvez aussi faire un don à Street Press, ça c'est vraiment indispensable si vous voulez continuer à avoir des formations gratuites. Vous pouvez faire un don. Tiens, je vous mets pendant quelques minutes. Soutenez Street Press ici. Pas de formation gratuite sans vos dons. C'est vraiment ça qui fait fonctionner. Ça paye aussi nos 22 salariés. Ça paye aussi, bien sûr, les enquêtes qu'on sort. Là, on vient de sortir encore une grosse enquête aujourd'hui. Tout ça, c'est pas gratuit. Le journaliste, ça coûte cher, surtout si on essaye de le faire le mieux possible. On essaie de faire ça le mieux possible. J'espère que ça vous satisfait. Si vous êtes là, c'est que ça doit être le cas. Donc, n'hésitez pas à faire ça et à soutenir. Je vous laisse pendant toute l'émission au-dessus. Là, il y a marqué « Fais un don ». Ça veut dire que tu peux faire un don à Street Press et devenir un de nos 9000 donateurs et donatrices qui soutiennent ce média et qui le font vivre. Et enfin, avant d'attaquer notre sujet, je vous rappelle aussi que ce cycle spécifique, ces formations, elles sont faites tout le temps en partenariat avec une ONG, une association, un collectif avec qui on partage les valeurs. Il y avait le collectif Terre de Lutte déjà avant. Aujourd'hui, là, c'est le planning familial. 3 épisodes avec le planning familial. Il y a eu d'abord avec Magali Della Souda, la chercheuse CNRS spécialiste des femmes d'extrême droite, avec Sarah Durocher et Natacha Bourgine du planning familial. Ils nous racontaient le quotidien du planning familial face à l'extrême droite. C'est la semaine dernière. Tout ça est disponible ici, sur la page YouTube. Abonnez-vous, comme on dit. Et ce planning familial indispensable, ça existe depuis 1956. Ça permet à toutes celles et ceux qui ont besoin d'aide pour leurs droits reproductifs, l'accès à l'IVG, l'accès à de l'information, l'accès à des capotes, tout simplement, des fois c'est pas mal. Et ça permet d'avoir ça partout en France, 82 associations locales. N'hésitez pas, vous pouvez pousser la porte et les soutenir. Et c'est toujours énorme, incroyable. Voilà. Je crois que je vous ai donné toutes ces infos de début d'émission. On va pouvoir accueillir notre invitée. Alors, je vois qu'elle est là dans les coulisses. Vous savez, elle se cache derrière le rideau de théâtre de ce stream. Je vais la laisser rentrer. Elle arrive dans un instant. Voilà. Je vais te mettre bien mieux que ça, Léane, parce que là, on ne voit pas très bien. Hop là. Hop. Et je vais te mettre en haut. Tu seras mieux. Là. Bonjour, Léane Alestra. Bonjour à toi. Bonjour tout le monde. Merci d'être là, Léane, de prendre le temps de passer ce petit bout de soirée avec nous. Je vais enlever ce petit moment où on voit le YouTube. Donc, vous savez maintenant, vous pouvez vous mettre, suivre la page YouTube comme ça, vous avez tous les épisodes à l'avance. Je vais le cacher comme ça, on nous verra mieux tous les deux. Bienvenue, Léane, je te présente pour celles et ceux qui débarquent. Donc, cet épisode, il est consacré à l'offensive de l'extrême droite sur les sujets féministes. J'ai dit, on a reçu Magali Della Souda, qui a fait le livre Nouvelles femmes d'extrême droite. On a reçu le planning familial. On voulait finir avec toi qui est autrice, journaliste, essayiste et autrice de ce livre. Et là, voilà, il est là, il est très joli. Les Vigilantes, je vois qu'il est aussi sur ton écran. Les Vigilantes par Léane Alestra. Je lis le sous-titre Surveillées et surveillantes, ces femmes au cœur de l'extrême droite. C'est aux éditions Lattès. JC Lattès. La collection, c'est Nouveau Jour. Elle est vraiment top, cette collection. Donc, n'hésitez pas, il est vraiment cool. Voilà, je l'ai lu ces derniers jours. Il fait plein de trucs. Ça fait croire que je l'ai lu. Non, en vrai, franchement, j'ai passé un moment hyper intéressant à le lire. J'ai retrouvé un peu ce qu'on a dit avec Magali, j'ai retrouvé un peu avec le planning, d'autres choses qui se sont ouvertes. Et je pense que c'est vraiment super de t'avoir pour compléter cette triplette, ce triptyque de discussion. Ce soir, avant de te poser plein de questions, je pose un peu les bases. J'avais envie de continuer à comprendre pourquoi des femmes s'engagent pour une idéologie qui, on a l'impression quand même restreint leurs droits à la fin. Pourquoi ça semble un peu contre-intuitif. Je sais que tu en parles tout de suite dans ton livre dès le début. Et j'avais envie de parler d'action, comment on garde la main, parce que j'avais pas envie de dire comment on contre-réagit, comment on contre-attaque. Non, aujourd'hui, le fémonationnisme n'a pas la main sur les luttes féministes, mais il la conteste. Et du coup, comment on garde la main sur les luttes féministes et comment les collectifs féministes gardent la main. Je pense à nous toutes, je pense bien sûr au planning familial, je pense à plein de collectifs. Je sais que tu fais partie de la boussole féministe aussi, dont on a déjà parlé, plein de choses. Non. Non, ça fait qu'on me demande si je fais partie, mais non, je fais pas partie de la boussole. D'accord. Bon, en tout cas, c'est un compte Instagram qui est sympa. N'hésitez pas à aller le voir. Et tu n'en fais pas partie, mais je crois que tu as fait une conférence avec eux à la fête de l'humain. C'est peut-être pour ça que je me suis perdu. C'est ça, j'ai vu ça avec le compte Macho Boulot Dodo. Et du coup, elles en avaient parlé et je crois qu'on a cru que vous étiez ensemble à ce moment-là. Bon, il y a pire comme affiliation. Oui, ça va. Voilà. Je me suis pas trompé. J'ai pas dit Némésis. C'est important.
Bon, blague à part, voilà, j'avais surtout envie de parler de ça, voilà, de comment on fait en défense face à ces offensives conservatrices, notamment ce collectif Némésis et d'autres collectifs qui s'agitent tous les jours et dont on a énormément entendu parler, notamment avec l'affaire Quentin de Ranc, ce militant néo-nazi décédé à Lyon mi-février. L'affaire est en cours, bien sûr, on suit ça sur Street Press. Alors, j'ajoute que tu es aussi cofondatrice, tiens, je vais le montrer, d'un média qui vient de se lancer un peu, qui vient de terminer sa campagne de dons. Je vais le montrer rapidement, on en parlera aussi, hein, on va avoir le temps d'en parler d'ici 20h. Je le montre, hop là, est-ce qu'il se montre bien? Ah non, je suis pas sûr, je suis juste sur ma fenêtre, ça ne fonctionne pas, je vais le Non, relancer. Ce média s'appelle Problématique. Pour média queer pour dégager l'horizon. J'aime beaucoup cette tagline. Tu vas nous en dire un petit peu plus tout à l'heure. Je le montre vite fait comme ça. Ça donne un peu l'idée de la chose. Il va apparaître. Voilà, Problématique, il est là. Il y a la une qui est là, qui est lancée. Il y a aussi un compte Ulule. Enfin, on peut encore soutenir, je crois, la cagnotte. Hein, elle est pas tout à fait. Je crois pas qu'elle soit fermée. Je crois qu'on peut encore faire des dons. Hello Asso, ouais. Et le lien est Ouais, partout voilà. sur le site, donc c'est Voilà, facile. partout sur le site, il est là, don. Il y a marqué don en gros. Et il y a un article avec Océan, le comédien Océan, avec une certaine Léane Alestra. Donc voilà. Voilà. On est dessus, on est ça. Allez, on va attaquer le vif du sujet. Je vous enlève le planning familial, je vous le remettrai tout à l'heure si vous voulez faire des dons. Sinon, vous allez sur le site du planning, il est là. Il est tout simple, il est hyper clair. Il y a marqué soutenir le planning. Vraiment, n'hésitez pas. C'est toujours hyper intéressant. Je voulais attaquer, Léane, la première partie de nos discussions avec cette question que je vais un peu poser. Pourquoi des femmes adhèrent à ces mouvements fémo-nationalistes? C'est un peu, tu le dis dès le début de ton livre, tu dis que c'est quelque chose qui est contre-intuitif, notamment quand on sait que, par exemple, Donald Trump, qui est un peu une idole de ces mouvements-là, disait qu'il fallait traiter les femmes comme de la merde, like shit, il l'avait dit à l'époque. Tu l'as écrit dans ton introduction. Peut-être d'abord, toi, j'aime bien savoir ça au début, j'aime bien connaître les passions extrême droite de mes invités. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser à ce sujet fémo-nationaliste et à te lancer sur cet essai que je remonte, cet essai qui s'appelle Les Vigilantes? Alors moi, du coup, j'ai commencé à avoir un premier média qui s'appelait Mécréante en 2019 pour vulgariser, les enjeux, liés au genre et du coup, en pleine, pandémie, en fait, il y avait plus de modération sur les réseaux sociaux. Du coup, il y avait énormément de faves qui se laissaient aller et qui organisaient des cyberharcèlements, ciblés tous les soirs sur des féministes. Donc tous les soirs, on savait qu'à 20h, il y allait avoir un raid de masse qui était organisé, mais on savait pas sur qui ça allait tomber. Donc il y avait aussi, tout ce truc, de panoramique, où on savait pas quand est-ce que ça allait nous tomber dessus et tout. Du coup, on était plusieurs à s'infiltrer, en fait, dans leur réseau pour essayer de voir, comment ils s'organisaient, pourquoi. On a compris que c'était, aussi pour, recruter, en fait, des jeunes adolescents en Ok. disant: «Tu as aimé, en fait, harceler des féministes sur les réseaux, bah, rejoins-nous et on fera une fois la fin du confinement, on fera plus de trucs et tout». Ça a été vraiment un pool de radicalisation et je me suis rendu Ok. compte, en fait, que du côté des spécialistes de l'extrême droite, mecs, en fait, ils ont pas du tout suivi tout ce qui s'est passé autour de cette nouvelle vague, en fait, de jeunes d'extrême droite qui se sont fait la main sur le harcèlement des féministes et beaucoup qui se sont constitués sur les réseaux sociaux pendant la pandémie. Et de l'autre côté, en fait, j'ai vu aussi, dès le début, en faisant cette veille-là, Némésis, donc dès 2019, sa formation, la façon dont elles se sont, construites sur les réseaux sociaux. Donc j'ai repris, des études de genre à Paris 8 où j'ai fait un mémoire, sur Némésis, du coup et sur leur utilisation des réseaux sociaux. Et en fait, je me suis rendu compte aussi que du côté des féministes, parfois, il y avait un peu un impensé, parce que du coup, la violence étant, à raison vue comme, quelque chose, de principalement masculin, ils voyaient Mhm. pas en fait, certaines féministes, il y avait un peu une sorte de tabou ou, de bug dans le Ouais. logiciel face à des groupuscules comme, Némésis et du coup, je me suis dit que ce serait bien de travailler sur ces, enjeux-là pour, montrer ce double, truc entre du coup les chercheurs, d'extrême droite plutôt mecs, qui avaient un angle mort sur, le rôle des femmes et les féministes qui étaient parfois, à court en fait de d'analyse sur ce genre de sujet, pour le dire grossièrement. Ouais, d'accord. Tu as posé ça et effectivement, c'est vraiment, tout ce qu'on parcourt, hein, dans Les Vigilantes, qui est vraiment 3 grosses thématiques différentes qu'on va un peu, évoquer tout au long de cette discussion. Alors, on a déjà pas mal expliqué les ressorts de ce mouvement, on va pas tout refaire, vous n'hésitez pas à aller voir, le premier épisode qu'on a fait avec Magali Della Souda. Elle est chercheuse, elle a bossé là-dessus, elle est très claire là-dessus. Je voulais profiter, toi, des Vigilantes, de ton travail, Léane, pour donner quelques outils supplémentaires, pour bien comprendre, ces militantes, ce mouvement. D'abord, au tout début du livre, voilà, je crois que c'est une des premières pages. Alors, je vais pas faire les pages à chaque fois. Tu parles de Sainte Geneviève.
très tôt dans le livre. Sainte Geneviève, c'est une des patronnes de Paris, dirons-nous. Elle aurait, au 5e siècle, galvanisé les Parisiens pour résister à une invasion des Huns. Voilà. Et pour toi, c'est une des images qui symbolise parfaitement ce mouvement fémo-nationaliste. Est-ce que tu peux nous en dire en quelques mots pourquoi Sainte Geneviève, ça t'a accroché sur, ça ressemble au ressort de ce mouvement? Ouais, juste, je fais une petite parenthèse, mais le Vas-y. fémonationalisme, j'imagine que Magali de la Souda l'a déjà dit, mais à la base, c'est vraiment un terme qui est pas utilisé pour parler Mmh. des femmes d'extrême droite, mais plutôt, des fémocrates, donc des féministes qui, sont dans un dialogue avec l'État et attendent, Mmh. des mesures de la part de l'État. Du coup, c'est pour ça qu'il y a aussi tout un débat de est-ce qu'il faut utiliser le terme, fémo-fasciste Mmh. ou, est-ce qu'on reste sur fémo-nationaliste? Je fais juste une petite parenthèse parce que je pense que c'est Ouais, vas-y, parce intéressant qu'on pour n'en nous a pas parlé de d'avoir ce ce débat-là. lien. Ouais, parce que du coup, il y a un peu des pour qui disent: «Oui, il faudrait, séparer» parce que le projet fasciste de Némésis, c'est pas le même projet que le fémo-nationaliste des fémocrates de Marlène Schiappa, par exemple. Du coup, de faire la D'accord. distinction pour pas absoudre le néolibéralisme et la classe bourgeoise de ses «péchés» entre guillemets et du racisme qui comporte aussi son projet politique, sans être pour autant le fascisme. Et de l'autre côté, il y a des personnes qui disent que si on a un terme comme fémo-fasciste, ça va être un peu comme ultra-droite et utilisé pour décaler la fenêtre Mmh. d'Overton, tu vois? Ouais, Mais juste, c'est d'accord. pour ça qu'il faut bien préciser toujours que fémo-nationaliste, à la base, ça enfin, il y a du fémo-nationalisme au PCF, il y a du fémo-nationalisme chez Europe Écologie Les Verts et Némésis, enfin, c'est une forme extrême de fémo-nationalisme, mais voilà. Parce que du coup, des fois, c'est un peu genre, vu comme, synonyme de femme d'extrême droite et c'est pas le cas. Mais du coup, Ouais, pour clairement, revenir depuis 2 épisodes, on l'utilise comme ça et c'est super que tu fasses cette distinction. Pour revenir du coup à Sainte-Geneviève, en quoi ouais. elle marque du coup ce mouvement que je ne sais pas du coup comment tu vas le parler. Est-ce que c'est que ce mouvement plus fasciste ou aussi ce mouvement plus large? Non, là, pour le coup, c'est plutôt du fémonationalisme parce qu'en fait, c'est plutôt ancré, en tout cas, dans le roman national. Parce qu'en fait, faut OK. comprendre, quand même, quand on parle d'idéologie nationaliste, bah, elle se base sur, la promotion d'un État-nation. L'État-nation, ce qui le caractérise, c'est qu'il a un roman national. Ce roman-là, il a plein de symboles, et ces symboles-là, ils sont genrés. Du coup, par exemple, Marianne, qui a le sein, nu parce qu'elle est la mère nourricière du peuple Mmh. et bah, on a aussi Jeanne d'Arc et on a Sainte Geneviève qui du coup, comme tu l'as dit, est une patronne qui a galvanisé l'armée pour résister face aux Huns. Et elle représente bien Mmh. en fait l'image de ce qu'est une vraie femme dans le récit national, c'est-à-dire une femme qui est très pieuse et très tournée vers la dévolution des autres, mais pas du tout vers du coup, je sais Ouais. pas, sa propre vision, parce que même si c'est une Mmh. femme politique très importante, on va plutôt la tourner en mode c'était une mère patronne qui s'est dévouée pour la patrie. Et du coup, en fait, Sainte Geneviève, elle guettait jour et nuit dans la mythologie, hein, bien sûr, pour guetter l'invasion. Donc du coup, c'était littéralement une vigie, d'où ensuite Mmh. les vigilantes, avec cette idée qu'elle va rester debout jour et nuit pour voir la menace étrangère et du coup appeler les hommes plus forts à aller abattre cette menace. On voit bien le lien Mais ensuite avec elle est presque pas en action. Elle va pas sur le terrain, elle va pas combattre, et cetera. Il y a vraiment ce truc-là de, elle reste à sa place quelque part, même si j'aime pas ce mot. Oui, bien sûr, elle reste à sa place et à sa place de, se sacrifier en étant là jour et nuit pour, veiller à ce que, l'envahisseur n'arrive pas et pour donner l'alerte. Voilà. Mmh. Alors Et du n'hésitez coup de pas, hein, dans le chat, je vois que vous surveillance. êtes, ouais. Oui, on va en parler d'ailleurs. N'hésitez pas dans le chat, je vois que vous êtes nombreuses et nombreux. Il y a Lune, il y a Félicia, il y a Maureen. D'ailleurs, je te mets le lien, tiens, si tu veux, dans notre discussion. On a une petite discussion privée que je vais montrer. Ah, Léane, si jamais tu veux suivre le chat en même temps, tu peux l'ouvrir sur un OK. côté, sinon je le gère, hein, aucun problème. Mais si des fois mes invités et invités eux sont curieux et curieuses, n'hésitez pas à poser vos questions. Hein, je les relais notamment. Poser des questions sur si vous n'avez pas tout compris de ce fémo-nationaliste, de ce fémo-fasciste, etc. On est là aussi pour ça. Et c'est vous, hein, d'abord, qui posez vos questions. Donc, n'hésitez pas. Je les prends et je les relais avec plaisir. Tu parles aussi d'une autre chose qui m'a marqué quand tu définis ce mouvement. Tu parles d'un mouvement qui vole la lutte. Les luttes féministes, c'est vraiment un mouvement qui les gangrène un petit peu. Et au nom d'une idéologie qui est vraiment une idéologie suprémaciste, comme on peut connaître depuis longtemps. C'est quoi cette idée de vol, je cherche un mot, mais de truster ces luttes-là. Mais en fait, Némésis, elles essaient toujours de rentrer, par exemple, tu vois, dans les manifestations, féministes. Elles sont utilisées Mmh. par, l'État depuis que Retailleau a mis en place vraiment 150 CRS autour d'elles pour, les aider à rentrer de Mmh. force, dans les manifestations, féministes, justement parce que symboliquement,
si elles arrivent à rentrer en fait dans les manifestations, elles seraient vues comme un sujet légitime du féminisme et donc plus seulement des adversaires Ouais. politiques, mais des féministes qui de droite et on pourrait dire que voilà il y a des féministes nazis, ce qui a existé, hein, contrairement à ce qu'on pourrait Mmh. croire. Et voilà que en gros elles essaient de gagner cette bataille symbolique là en rentrant de force et elles sont aidées par l'État pour ça avec un dispositif policier qui n'a pas été reconduit au 8 mars. Donc c'est pour ça que moi je dis qu'elles utilisent une technique de bélier et que l'État est vraiment dans une technique de bélier, c'est-à-dire à chaque fois elles font la même chose, c'est-à-dire essayer d'arriver dans les manifestations parisiennes pour beaucoup, mais pas que, en forçant comme ça et en retestant pour nous épuiser en fait comme un bélier qui force sur la porte, sur la porte, sur la porte, jusqu'à ce que la porte cède. Fort heureusement, la porte ne cède pas et on a même réussi à la faire reculer puisqu'il n'y a pas eu ce Mmh. dispositif qui a été reconduit. Mais c'est pour ça, Voilà, même là, dans tu parles le nom du 8 mars cette année, là. C'était du 8 tu mars l'as de fait, je cette crois, année. sur Instagram. Tu as mis un message expliquant un peu pourquoi c'était une victoire. Allez le voir, c'est hyper intéressant. Pourquoi ça a été un exemple, ce 8 mars, où donc ce collectif Némésis, mais aussi le collectif Nous Vivrons, etc., qui sont d'autres sortes de collectifs d'extrême droite, n'ont pas pu rentrer dans la manifestation. Pourquoi toi, tu l'as vécu comme une victoire et tu l'as analysé comme ça? Ben justement parce qu'en fait, on a réussi déjà à faire en sorte que ce dispositif de bélier, donc de 150 CRS autour de Némésis, Mmh. qui était là depuis 2 ans, ne soit pas reconduit pour la première fois. Hein. Faut savoir que genre vraiment chaque 8 mars, chaque 22 mars, c'est une bataille et surtout il faut comprendre que en fait c'est un peu un laboratoire pour l'État. Ils testent en fait des nouveaux dispositifs de répression des luttes par la lutte féministe. Mais ensuite on peut être sûr que si là Némésis gagne, demain, dans les mouvements étudiants, ils vont faire pareil avec la cocarde. On peut être sûr que les 1er mai, ils vont nous monter un truc des droits des travailleurs contre les étrangers. En fait, on est vraiment un laboratoire pour l'extrême droite et Némésis sert à ça. Donc le fait d'avoir réussi à faire en sorte que ce bélier devienne trop lourd et encombrant pour l'État et qu'il ne puisse pas le reconduire, ça montre bien qu'on a gagné une bataille symbolique. Et ensuite, pour Nous Vivrons, donc il y a un collectif pro-israélien dans lequel, Mmh. à Paris, il y avait l'éditeur de Renaud Camus qui était en train de tenir la banderole à la première Précise, à la Renaud Camus, première ligne. c'est un des penseurs du grand remplacement. C'est un penseur d'extrême droite extrêmement célèbre au sein de l'extrême droite. Mmh. Voilà. Mais du coup, je précise quand même que Nous Vivrons à l'échelle nationale, elles sont républicaines, donc elles sont Mmh. plutôt, elles soutiennent Dati par exemple. Enfin, je dis elles, mais il y a beaucoup d'hommes aussi dedans. Et Mmh. par contre, sur les positions internationales, elles sont totalement alignées avec Benjamin Netanyahou, qui est d'extrême droite. Donc, voilà un peu la nuance. Mais en fait, c'était fort de réussir collectivement, parce qu'on a aussi réussi à mobiliser beaucoup de mecs antifa, de syndicalistes, qui des fois nous laissaient un peu seuls en fin de cortège, parce qu'ils comprenaient pas forcément l'importance de résister collectivement, et le fait que c'était un enjeu Mmh. féministe et plus large pour les mouvements de libération et d'émancipation. Et donc c'est parce qu'il y a eu une stratégie pensée en amont avec une discussion qu'il y a vraiment eu un front antifasciste qui a été mis en place et qui a fonctionné contre la police, qui a vraiment fait des trucs incroyables. C'est-à-dire que le 8 mars dernier, on a réussi à tenir face à du coup la police qui a dévié et créé un autre parcours pour Nous Vivrons, pour essayer de les faire doubler la manifestation officielle, pour les faire rentrer de force dans le cortège. Enfin, c'est pour OK. dire, c'est des choses qu'on n'avait Ouais, même c'est une jamais vues défense en termes presque, de... c'est une défense physique, carrément. Enfin, c'est Oui, pas, on n'est pas juste dans de la discussion, etc. Il a fallu faire ouais, bloc. bien sûr, il a Mmh. fallu faire bloc. Ouais, je montre à l'image, hein, là, c'est le post Instagram de ton analyse, Léane, qu'on Oui, peut voir. et sur le site internet de Voilà. Problématique. Voilà. Voilà, n'hésitez pas à aller voir l'analyse. Il y avait des questions, il y avait Fliplap qui demandait est-ce qu'il y a d'autres groupes tels que Némésis dont on entendrait moins parler. Bah, il y a Nous Vivrons, que tu viens d'évoquer. Est-ce qu'il y a d'autres groupes comme ça qui font un peu avoir dans son radar, pour peut-être pas aussi des fois se laisser avoir, s'ils viennent nous contacter, s'ils viennent rentrer dans une manif, ou etc. Il y a Éclat de femmes, donc qui est proche d'Éric Ciotti, la Mhm. fondatrice, et du coup, Street Press en a fait un article, j'ai été interviewée Oui. dedans. Vous pouvez aller voir aussi. Donc Éclat de Oui. femmes, le but c'est de militer pour que seules les victimes de violences sexuelles dont l'auteur est sous obligation de quitter le territoire soient indemnisées par l'État. Voilà. Mhm. Donc avec Claire Géromini là-dessus. C'est tout en haut Ah l'article. oui, c'est ça, c'est l'article Voilà. directement sur Pierre Jérôme. On va en parler tout à l'heure d'ailleurs. Et ensuite, je ne me souviens plus du nom, mais je sais qu'il y a un groupe qui est financé par Sterrin et qui essaie de Mhm. remplacer le planning familial. J'en parle tout le temps, mais là, j'ai oublié le nom.
Peut-être qu'elles vous en ont parlé d'ailleurs. Elles Si, je essayent, crois pas, mais en tout cas, je vais regarder. voilà, donc c'est un groupe qui a 3 ans, Familia, Familia. c'est ça? Voilà, c'est ça. Voilà, là, c'est bien, c'est Exactement. facile, tu tapes 2 mots, ça sort tout le Oui, temps, ils sont partout. c'est excellent, voilà. Voilà, donc Familia. Donc ils essayent de remplacer le planning familial et en fait, c'est assez inquiétant parce que là où il y a la droite et tout, effectivement, ils arrivent à donner des cours d'éducation à la Mmh. vie, affective et sexuelle. Et en fait, ils sont anti-IVG, bien sûr, anti-LGBT, et cetera. Donc en fait, c'est un peu, on va dire que ce qui est intéressant, c'est qu'entre Familia, Nemesis, pardon, Éclat de femmes et tout, ce qu'on Mmh. voit, c'est qu'en fait, c'est des groupes d'extrême droite qui essayent de copier ce qu'on fait et qui marche, et d'essayer de nous remplacer avec le soutien et la complaisance de l'État. Donc là, tu vois, Mmh. par exemple, remplacer le planning familial, Némésis, remplacer nous toutes. Et en fait, c'est un petit peu ça, comment l'avenir envisage l'extrême droite dans son. Enfin, pardon. Comment l'extrême droite Mmh. envisage son avenir fémonationaliste, c'est de changer l'un par l'autre à chaque fois. Voilà. Je précise, on l'a un peu vécu aussi, hein, Némésis qui a créé une sorte de carte des culés à l'extrême gauche ou à la gauche, d'après elle. Voilà, on s'est Exactement. senti un tout petit peu copié là-dessus. Mais voilà, Avec Nicolas alors c'est pas que Pirotte. pour Street. Voilà, c'est pas que pour Street Press, mais ça évoque ce côté vol des luttes et vol des actions que tu évoquais tout à l'heure. Je voulais évoquer un dernier sujet dans cette un peu petite explication en plus de ce concept de fémonationalisme et de fémofascisme maintenant que tu as développé. C'est celui d'abord, je vais commencer par, non, je vais en faire deux en fait, on va faire un peu vite. C'est l'idée du soin, du détournement du soin de l'autre. Qui est un des sujets on dit le care en anglais. D'abord, le soin, pour nous, c'est celui de protéger les autres, réparer, mais là, l'idée, c'est d'imposer une domination. Tu l'évoques et tu évoques un concept qui a développé la philosophe Elsa Dorlin. N'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait. Ça s'appelle le dark care. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots et en quoi c'est marquant de ce mouvement? Moi, j'avoue, je connaissais Ouais, pas. en fait, je parle dans Les Vigilantes du fait que, sous le Troisième Reich et sous le fascisme, en fait, tout ce qui est, instance de soins qui est délégué aux femmes est utilisé dans l'appareil, fasciste. Donc par exemple, dans le Mmh. Troisième Reich, les femmes qui ont le plus tué, c'était donc des infirmières qui ont commis les premiers massacres de masse en tuant, pardon, beaucoup de personnes en situation de handicap, hein, Mmh. donc les Ouais. anesthésies, comment on dit? Pardon. Euthanasie, pardon. Les Je permets euthanasies, ouais, et cetera, ouais, forcées qu'on a pu collective, avoir, voilà. notamment, ouais, notamment dans les camps d'extermination, c'est bien sûr des choses horribles. Mais même avant Mmh. ça, du coup, donc les Mmh. premières opérations, c'était du coup Mmh. donc des infirmières. Ensuite, les professeurs des écoles, qui se retrouvaient à trier les bons des mauvais élèves, les assistantes sociales qui triaient les bonnes familles des mauvaises, les secrétaires qui disaient qui était envoyé et qui dressaient les listes des personnes à exterminer, et bien sûr les épouses de SS qui participaient aussi au Troisième Reich de façon plutôt proactive, puisque Mmh. je parle même de plusieurs épouses qui étaient très fières d'assassiner des enfants juifs, etc., qu'elles croisaient. Bref, tout ça pour dire qu'en fait, sous le fascisme, le care peut devenir un instrument de plus de mort de masse, Mmh. et c'est plus insidieux, c'est vu comme forcément plus doux, plus juste, puisqu'une femme, dans une société sexiste, on considère qu'elle est forcément non violente et qu'elle ne peut pas représenter du danger. Mmh. Et ce qui fait qu'on a par exemple, je prends l'exemple d'une femme qui pendant le Troisième Reich a tué des bébés juifs en les Mmh. fracassant contre le mur, et qui a été dans la protection de l'enfance après la guerre, quoi. Puisque finalement, les femmes ne peuvent pas vraiment être violentes Ouais, dans bien dans sûr. cette là, donc elles passent plus entre les mailles du filet Mmh. après le fascisme, quoi. Au moment où ensuite il y a le fait de rendre des comptes devant une justice. On en vient au sujet principal de ton livre, c'est bien sûr l'idée de vigilant, de vigilante. C'est vraiment un sujet que tu développes tout au long du livre, c'est hyper intéressant. C'est pour toi un des dénominateurs communs de tous ces collectifs de femmes d'extrême droite. Ça va même de la manif pour tous, hein, dans les années 2010 à Némésis aujourd'hui. Euh, D'abord, peut-être, tu peux nous l'expliquer un peu, ce concept de vigilante et de vigilance. C'est pas qu'un truc d'extrême droite, c'est la société qui nous impose une sorte de vigilance, de surveillance qu'on vit tous. Oui, à la base, les vigilantes, ça vient, aussi pareil, c'est quelque chose, dont Elsa Dorlin a parlé et bien d'autres, ça vient, de cette idée de vigilantisme aux États-Unis, où donc c'était des hommes, qui, se masquaient, les yeux, la nuit pour aller, lyncher des hommes noirs qu'ils accusaient
eux-mêmes, donc c'est pas des femmes qui accusaient, mais des hommes qui accusaient Mmh. des hommes noirs d'avoir violé des femmes blanches. Des fois, c'était complètement inventé, des fois, c'était des relations consenties, des fois, une femme blanche avait bien été violée, mais par un homme blanc, et on accuse un homme Mmh. noir, etc. Et du coup, là où la justice a les yeux bandés parce qu'elle est censée être impartiale, eux assumaient d'être partiels avec justement des masques où on voyait leurs yeux, ce qui a donné ensuite Mmh. plus tard le masque des super-héros, donc Batman, etc. Ça vient de là. D'accord. Et donc c'était Oui, on voilà, dit donc d'ailleurs en c'était anglais, on dit souvent des vigilants, c'est vraiment un terme exactement. pour les super-héros américains. Exactement, ça vient de là. Donc c'est Mmh. pas donc là désolée, je viens de casser votre enfance, mais donc c'était voilà, c'était donc les super-héros sont des suprémacistes blancs. Voilà, Voilà, on voilà. fait le Batman n'est pas de gauche. Mais si vous l'aviez pas vu, c'est que vous avez pas bien compris. oui, là quand même, mais mais du coup, donc ça vient de là, de cette idée que au nom de contrôler, la pudeur et la vertu des femmes blanches, eh bien on va lyncher des hommes noirs, mais c'est aussi Mmh. une façon de dire que à ces femmes blanches du coup dans l'Amérique ségrégationniste, elles étaient aussi extrêmement contrôlées et surveillées, elles pouvaient pas faire ce qu'elles voulaient de leur corps, et il y avait cette idée que leur corps appartenait aux hommes blancs, et c'est toujours quelque chose qui est au cœur de Némésis, parce que beaucoup de journalistes me disent mais elles sont contradictoires. Elles disent que les violeurs, c'est forcément l'étranger, mais pourtant elles subissent aussi du sexisme de leur camp. Elles savent que c'est pas vrai, mais en fait c'est mal comprendre que pour à l'extrême droite, en fait, on considère que le corps des femmes blanches appartient aux hommes blancs et que le corps des femmes Mmh. racisées appartient aussi aux hommes blancs. Bref, pour revenir sur les vigilantes, du coup, c'est aussi cette idée qu'on va demander aux femmes un contrôle social sur elles et sur les autres femmes qui est très fort. Donc on va leur demander d'être vigilantes envers elles-mêmes, envers leur tenue, leur façon de marcher, de s'habiller, de pas prendre trop de place, de pas s'habiller Mmh. trop court, etc., etc., et de contrôler qui sont les salopes qui font la même chose. On a tous connu une femme qui nous a dit une fois que notre tenue n'était pas assez Oui. bien, quoi. Tu Et évoques c'est une ça, en sorte fait, ce vigilantisme. ouais, tu une sorte de traque des mauvaises femmes par des personnes, donc là je reviens à des militantes d'extrême droite, hein, par des personnes qui se considèrent comme les gardiennes, les dernières peut-être, de ce qui est pour elles la vraie identité, et elles disent pas féministes, elles disent féminines. Oui, exactement. En fait, il faut comprendre aussi que dans le récit national, on va demander beaucoup aux femmes, en fait, les femmes incarnent, l'image de la société. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de métaphores entre le viol des frontières, le viol des terres et le viol des Mmh. femmes. Il y a vraiment cette idée que les femmes représentent, sont les égéries, en fait, de leur nation, et c'est pour ça aussi tous les concours, Miss France, Miss International et tout, enfin, c'est parce qu'il y a cette idée, que, la façon dont les femmes se présentent, ça incarne la nation. Et donc, il faut aussi contrôler ça, et aussi, bien sûr, parce que c'est à elles qu'on demande encore d'élever les futurs citoyens en majorité, et donc si elles font n'importe quoi, dans leur imaginaire, la race va dégénérer parce que tout le monde va faire n'importe quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment cette Mmh. idée de contrôle et de surveillance qui est au cœur du contrat social qui est proposé aux femmes d'extrême droite, qui est bien sûr un contrat racial aussi. Et tu as parlé de l'égérie, du concept d'égérie. C'est vrai que c'est un concept qu'on retrouve beaucoup, alors dans plein de milieux politiques, hein, des gens qui incarnent. Bien sûr, c'est l'idée. Ça marche autant pour un Jean-Luc Mélenchon que pour des gens d'extrême droite. Mais là, il y a quand même une multiplication de figures qui vont être un peu des nouvelles. Je ne sais pas si j'exagère en disant des nouvelles Jeanne d'Arc, mais Claire Géronimi, tu évoques Thaïs Descuffon, qui est une éditorialiste de Boulevard Voltaire, qui est beaucoup présente sur CNews. Bien sûr, il y a Alice Cordier. Euh, Pourquoi il y a ce besoin d'avoir des égéries, et tu les parles même de nymphes modernes qui seraient séduisantes et à la fois inspirantes. Ouais, déjà, c'est quelque chose qu'elle revendique, hein, Thaïs Descuffon, elle revendique d'être une égérie elle-même. Ouais, Elle, d'être un modèle. revendique cette place-là, et c'est une place qui est attribuée à ce que j'appelle dans le livre les jeunes guerrières, donc l'extrême droite en gros pour, les jeunes militants. Donc c'est celles qui n'ont pas eu d'enfants. Elles ont une place spéciale, c'est-à-dire qu'elles peuvent, porter les armes par exemple, elles peuvent, du coup Mmh. poser sur les réseaux sociaux avec des armes et cetera, ce qui est pas le cas de celles qui ont eu déjà des enfants. Mais à la base, elles sont pas censées dicter la ligne politique, créer la ligne politique. Elles sont censées être une vitrine qui donne envie, qui recrute. Certaines, donc comme Alice Cordier, elle va plutôt adapter son Mmh. discours pour recruter des jeunes femmes. Et Thaïs Descuffon, elle va plutôt essayer de recruter des jeunes hommes avec vraiment un prisme masculiniste assumé et qui passe en premier. Là où du coup Alice Cordier, elle va plutôt être sur des positions xénophobes et racistes en premier
en essayant de les adapter à un discours fémo-nationaliste très extrême pour essayer de séduire des jeunes filles. Mais dans tous les cas, c'est cette idée qu'elles sont des porte-parole pour recruter. Et donc Thaïs Descuffon, par exemple, a été très désavouée par son camp quand elle a commencé à avoir sa propre chaîne YouTube. Et parce que même si elle avait le discours le plus masculiniste possible, il y avait quand même cette idée que c'est inadmissible qu'elle-même puisse être libre de sa parole et construire la ligne politique sans tutelle Elle masculine. prenait une place Donc qui c'est n'était ça pas qu'elle la a touché. sienne, quoi. Exactement, puisqu'à la base, elles sont censées ne pas construire la ligne. Et du coup, elles sont tout le temps en train de naviguer pour essayer de justifier le fait que d'un côté, elles assument et elles ont envie d'une place en politique, et pour beaucoup qui viennent de milieux traditionnalistes, euh, qui sont dans des familles catho-intégristes, etc., c'est le seul moyen d'exister politiquement. Mais d'un autre côté, elles vont dire qu'elles font ça parce que sinon les hommes peuvent pas faire le taf toutes seules, mais dès qu'ils seront revenus assez virils et assez forts, elles retourneront à la cuisine. Évidemment, elles veulent pas le faire, mais elles sont toujours en train de jongler beaucoup en funambule de la haine, comme je le dis dans le livre. Oui, et ça me permet d'aborder ma dernière question sur ce sujet. C'est ces questions-là, ces nymphes-là, elles sont vraiment à cheval entre les images de femmes hyper actives, indépendantes, des fois hyper musclées. Je pense à Mila, l'influenceuse qui fait de la muscu tout le temps, etc. Et ces valeurs de soumission à la virilité traditionnaliste. Il y a Nemesis notamment qui joue énormément sur ces deux plans. Comment ça s'est construit ça et comment elles arrivent à faire le lien? Est-ce que ça crée pas des biais cognitifs intérieurs? Si c'est compliqué, c'est ce qu'en sociologie on appelle la virilité alternée. Donc, c'est-à-dire que d'un Mm. côté, elles doivent montrer qu'elles sont d'accord avec les normes de genre sexistes. Donc, elles vont se mettre en avant avec les cheveux longs, des robes longues à fleurs, en tenant un bébé ou avec leurs copains, Ouais. etc. Enfin, elles vont beaucoup se mettre en scène en montrant qu'elles sont d'accord avec le système cis hétéro normatif et sexiste. Mais d'un autre côté, comme chez les identitaires à l'extrême droite, la violence physique est très valorisée, elles doivent aussi montrer qu'elles sont capables d'action et de taper du poing sur la table pour être un peu prises au sérieux. Et donc, elles vont aussi faire des démonstrations de force et de puissance pour montrer qu'elles acceptent aussi cette idée de violence physique et qu'elles entendent en jouir aussi. Ouais. Donc, c'est ça qui est un petit peu compliqué pour elles, parce Ouais, elles sont qu'effectivement, c'est vraiment antinomique. entre les deux. Et c'est pour ça que dans Ouais. l'administration de Trump, par exemple, t'en as qui sont à la fois hyper musclés et en même temps surmaquillés, enfin avec un maquillage extrêmement marqué, qui est toujours le même, parce que du coup, ce maquillage très visible sert à montrer justement qu'elles sont quand même féminines et qu'elles sont d'accord avec ces normes-là, même si elles endossent des figures de pouvoir et tout. Ouais, je pense à des figures comme Marjorie Taylor Greene. Alors même si elle est en rupture avec le clan Trump, elle l'a beaucoup intégré. N'hésitez pas à aller voir. Notamment, elle faisait des clips de campagne hyper maquillés avec un M16, etc. C'était très très impressionnant, voire carrément un peu flippant par moment. Faut bien se le dire. J'ai une question de TV Vorace que je trouve intéressante. Il se demandait un peu, et je pense que c'est toujours un peu ces questions lorsqu'on parle d'extrême droite, s'il y a des symboles dans le féminisme d'extrême droite qui existent, qui permettent un peu d'avoir des red flags. Alors, je pense qu'il doit penser à des sortes de tatouages, etc. TV Vorace, tu me diras si je dis une bêtise, ou à des sortes de signes. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est repris là-dedans, ou on est plutôt sur une autre tradition qui est notamment celle des néo-nazis? Alors Némésis, elles reprennent beaucoup le symbole de Némésis, donc ça c'est facile à voir. Hmm. Elles reprennent tous les symboles classiques de l'extrême droite et ça dépend à qui elles s'adressent. Hein. On a vu Alice Cordier faire des signes SS. Elles reprennent Oui, aussi dernièrement. à un moment, elle reprenait beaucoup une esthétique, c'est un nom allemand que j'ai oublié, qui est une esthétique néo-nazie, qui est en gros des femmes dans les champs, tu sais, un peu qui reprennent des codes des féminités d'Europe de l'Est. Ok. Ça, c'est un nom qui commence par W, mais alors je ne sais plus. Mais bref, si D'accord. vous J'avoue, voyez j'irai un peu chercher. ce... Voilà, mais en mode justement de reprendre des codes, c'est pas celtique, mais vraiment des des costumes traditionnels de l'Europe de l'Est. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve pas mal dans des groupuscules néo-nazis. Donc ça, c'est des choses, des esthétiques qu'elles reprennent. Et puis en fait, c'est surtout après dans le discours, les termes, que là, on peut voir pas mal de choses. Bah, déjà, tout le prisme sécuritaire, tout... Hmm. Enfin voilà, mais en fait, elles sont pas très créatives, du coup, elles reprennent quand même beaucoup ce qui se fait chez les identitaires de façon générale. Oui, c'est clairement extrêmement poreux. On l'a vu dernièrement avec ces signes qui a été accusé, dont on a vu la photo et qu'elle a dit que c'était un truc de rap, mais en tout cas, où Alice Cordier a eu à en répondre. Il y a vraiment une porosité entre ces milieux identitaires et Nemesis, ça fait partie du milieu identitaire. Nous, on l'a mis comme ça dans la cartographie. Oui, complètement. Puis en fait, il faut pas oublier qu'elles sont parties beaucoup en Ukraine pour rencontrer Hmm. d'autres groupuscules d'extrême droite qui étaient armés, enfin qui sont du coup des groupuscules armés,
pour essayer aussi de créer du lien. Elles sont vraiment dans cette idée aussi d'internationalisme fascisme. Elles ont fait un petit tour d'Europe, elles sont allées en Italie, elles ont créé une section Nemesis Italia. Elles ont essayé de faire la même chose en Espagne, ça n'a pas marché. Elles ont essayé de faire la même chose en Allemagne, mais il y a déjà un groupuscule en Allemagne qui existe, qui est surnommé les nazis aux rouges à lèvres. Elles ont beaucoup de liens avec la Hongrie, elles vont beaucoup en Roumanie aussi. Enfin voilà, elles ont vraiment cette idée et elles sont tout le temps fourrées au Parlement européen. Moi, il y a des gens qui y travaillent, qui me disent beaucoup, mais elles sont tout le temps là, elles sont tout le temps à Strasbourg, à Bruxelles. À faire du lobby, à faire des rencontres. À faire du lobby, oui. Surtout à l'Escordier, ouais. Donc, elles le font parce qu'elles ont vraiment beaucoup d'argent qui est mis sur la table, et ça serait une super enquête d'ailleurs à faire et qui demanderait pas mal de moyens, hein, de savoir de flécher qui donne à Nemesis, parce qu'elles essaient bien de cacher un petit peu leurs donateurs. On sait qu'il y a Stera, mais il y en a beaucoup d'autres. Voilà, si vous êtes journaliste, le message est lancé. Vous pouvez bosser avec Léane. Elle est disponible pour travailler avec vous sur ce sujet. Oui, ils connaissent ma tête, donc les infiltrations, c'est pas trop possible. Ouais, bon, je crois que moi c'est mort aussi. Bon, on va trouver des gens. Non, n'hésitez pas à faire signe, notamment à Street Press, c'est des sujets qui nous intéressent toujours. Avant de passer un peu à la troisième partie, je rappelle qu'on est ensemble grâce à ces formations, notamment on est partenaire avec le planning familial. Hein, j'ai remis. C'est super dur à faire à l'envers. Donc, qui est là. N'hésitez pas à faire un don. Cette dernière partie, merci Léane, tu le fais hyper bien. Cette dernière partie, elle évoque les solutions, comment on propose des contre-discours, comment on reste pas juste dans le constat de on les connaît hyper bien, mais on les affronte pas. Donc vraiment, c'est ça. Je rappelle aussi que ça peut se faire aussi grâce à vos dons. Ici, ça c'est pour Street Press. Donc vraiment, n'hésitez pas. C'est aussi pour ça que le planning familial a soutenu ça. C'est pour donner des exemples. On peut faire des choses et tout ça n'est pas inexorable. On n'est pas du tout obligé de regarder ça passer. On n'est pas bloqué avec ça. Vous en avez l'habitude. Hein. Moi, j'aime bien vous donner des perspectives, des moyens d'action. Ça tombe bien parce que toi, Léane, tu ouvres plein de pistes par ton livre, bien sûr, que je remonte une nouvelle fois, qui est là, que tu as mis aussi, que tu as intégré. Il est là. Ouais, il est vraiment top. Du coup, par ce livre hyper intéressant, qu'on vient pas mal de décortiquer ensemble. Aussi, ce média problématique, média queer pour élargir les horizons. D'abord, peut-être, je voulais partir dans cette partie qui est l'antidote féministe. C'est le nom de ta dernière grande partie de ton livre. Tu parles du coup de cette antidote féministe. Nous, ça nous intéresse. C'est ça qu'on veut peut-être proposer. Je sais pas, c'est l'antidote à l'extrême droite, mais au moins une bonne recette de cuisine pour soigner ça. Ça passe par le fait de dépasser cette idée de vigilance qui transparaît par la société. Toi, tu milites pour une société de la post-vigilance. Est-ce que tu peux nous en donner 2-3 liens? Et j'ai l'impression que c'est pas seulement un affrontement frontal avec l'extrême droite, c'est aussi en changeant nous-mêmes notre société qu'on va réussir un peu à les mettre dans un coin, à les cornériser. Ouais, en fait, c'est vraiment cette idée de vigilance, c'est un paradigme pour moi. Donc, par la vigilance, j'imagine vraiment cette idée que, au lieu d'essayer de comprendre les problématiques et de les traiter et de traiter des difficultés qu'on a ou les enjeux, on va plutôt être dans cette espèce de vigie où on va trouver un ennemi à abattre et l'abattre et dire que c'est ça qui fait du bien, et sans chercher à comprendre, et toujours avec aussi une posture très défensive où on voit les autres comme potentiellement dont il faudrait forcément se méfier, et du coup ça active beaucoup des affects de peur, des affects sécuritaires, etc. C'est aussi des choses qu'on peut retrouver dans les mouvements féministes, hein. Donc attention, je dis pas que les mouvements féministes sont d'extrême droite, mais je veux dire ces affects de défense et de vigilance, ils sont transversaux malheureusement, et du coup moi ils viennent d'affects primaires aussi, des fois c'est des fois difficile et compréhensible aussi de l'inquiétude, et du coup forcément ils transparaissent partout. Ouais, mais surtout dans des sociétés hyper individualistes où du coup on a peur et on n'a pas le soutien communautaire et communiste nécessaire pour faire bonne société. Mais du coup l'idée c'est plutôt d'aller vers une culture de l'attention, donc l'attention aux autres évidemment, l'attention aux problèmes pour essayer de les solutionner et pas juste d'être dans un repli défensif. Je parle aussi du fait de lier les luttes, c'est super important. Quand on a un collectif transpédéguine comme les Invertis par exemple qui fait un cortège dans une manifestation contre l'islamophobie, là ça fait dérailler à la fois le discours homonationaliste qui dit que au nom de la défense des gays il faudrait plus d'effectifs de police et plus de sécurité, et ça fait dérailler le narratif raciste, et ça permet aussi que des personnes queer s'éduquent sur l'islamophobie, et que des personnes qui sont musulmanes et qui auraient potentiellement cette idée que le fait d'être LGBT c'est un truc de blanc par exemple voient que c'est pas le cas et qu'il y a une solidarité. Donc créer des liens entre les luttes,
c'est aussi quelque chose qui est super important et c'est quelque chose qui nourrit énormément et qui est fécond. Et de toute façon, on n'a pas le choix. Ça veut pas dire diluer nos problématiques, mais ça veut dire de voir que on peut pas lutter contre le sexisme sans prendre en compte le racisme, puisque les deux sont vraiment Mmh. entrelacés par une histoire coloniale qui a créé les catégories de genre, tout ça c'est dans le livre, on va pas développer, Mmh. mais aussi que c'est forcément le fruit d'une organisation capitaliste et ça c'est là où j'en viens, c'est qu'il faut pas être juste contre l'extrême droite, mais être pour quelque chose et pour quelque chose qui donne de l'espoir aux gens, qui donne envie et qui même nous fasse rêver. En fait, on a le droit d'avoir envie d'apporter un changement à la société qui nous fasse rêver et qui soit pas juste être contre l'extrême droite et aussi valoriser évidemment toutes les féminités qui sont débordantes, qui remettent en cause justement cette féminité conventionnelle que l'extrême droite essaye de mettre en avant et donc de dénaturaliser, comme disent les sociologues du Mmh. genre, l'idée qu'on a de la femme qui serait forcément une femme cis, hétérosexuelle, blanche, etc. Voilà, et c'est pour ça Mmh. que je parle aussi un petit peu de toutes les féminités débordantes, féroces, qu'il Oui, faut valoriser. je l'ai pas dit, hein, tu évoques bien sûr les combats LGBTQIA+, tu évoques tous les combats queer, et cetera, tous ces combats-là, notamment sur l'idée d'être visible. Mais vu que tu en as parlé, je vais faire à l'envers. Là, je voulais parler de l'espace public, mais avant, euh, l'idée de redonner aussi de l'envie aux gens en portant des discours. Et une chose que tu portes beaucoup, c'est de rendre la vie vivable. Cette Mmh. idée de rendre la place pour la vie, refonder des systèmes collectifs face aux violences des systèmes. Tu peux nous détailler cette idée de rendre la vie vivable? Et j'ai un exemple, moi, que ça m'a fait penser. Tu me diras si ça correspond à ton idée, un exemple d'initiative à Lyon. Oui, bah, Ouais, en fait, se battre pour une émancipation, collective, puisque ce que je développe aussi dans le livre, c'est que beaucoup de violences que vivent les femmes sont le fruit de l'individualisme et même dans l'architecture. Par exemple, si on prend, Gisèle Pelicot, peut-être que si elle avait été dans un habitat, plus partagé, avec une solidarité, avec, des gens qui peuvent veiller sur elle, eh bien, peut-être que les gens autour d'elle se seraient rendus compte de la violence qu'elle vivait. En Mmh. fait, le truc, c'est que les femmes sont on rappelle que l'endroit où les femmes sont le plus en danger, c'est chez elles et c'est aussi du fait de cette architecture où on a juste un espace pour un papa, une maman et des enfants qui sont dans une cellule très individualiste. Et c'est pour ça d'ailleurs que il y a plus de féminicides en ruralité parce qu'il y a moins de possibilités d'appeler à l'aide. Donc je pense qu'il y a aussi toute une façon de repenser nos solidarités et la façon de faire société qui va créer de la sûreté et qui va créer aussi plus de confort matériel. Et donc c'est Mmh. en créant plus de communs que à la fois on efface la peur et en même temps qu'on vit mieux quoi. Et c'est pour ça aussi que je dis aussi dans le livre que que beaucoup l'extrême droite en fait elle nous fait peur en nous disant que si on n'adhère pas à son projet, on va se retrouver tout en bas de l'échelle sociale. Et elle diabolise ce qui est tout en bas de l'échelle sociale pour vraiment en faire une contre-figure qui effraie. Et ce que je dis, c'est pour ça que, pour reprendre les termes de Bell Hooks, parce que je n'ai rien inventé et que beaucoup de choses ont été Mmh. dites par les Je précise, un afroféministes penseuse féministe qui a écrit plein de livres. N'hésitez pas à aller voir ça. Belle, du coup, son prénom avant. Hooks, si jamais vous n'êtes pas Voilà. spécialiste de ça. Donc qui dit de la marge au centre et qui dit que c'est il faut repenser un projet de société qui pense depuis les préoccupations matérielles de la marge et ensuite jusqu'au centre, parce que tant qu'il y aura plus vulnérable que soi, on aura peur de retomber de tomber dans l'échelle sociale. Alors que si le plus vulnérable des plus vulnérables est pris en compte et que ça remonte jusqu'au centre et que tout le monde se sent pris dans cet vaisseau de sûreté collective et de soutien collectif, bah moins en fait on aura cet appât de la peur. C'est aussi pour ça beaucoup que l'extrême Mmh. droite s'attaque aux assistés entre guillemets. Voilà. Ouais, je précise, moi, ça m'a fait penser à cette initiative à Lyon, le pacte Lyon respirable, un pacte pour qu'on puisse vivre, finir d'étouffer, un pacte antiraciste. C'était vraiment hyper intéressant. Il y a un article dans le Lyon Bondy Blog, n'hésitez pas à aller voir ça. Et j'ai un peu pensé à cette idée-là de se réapproprier ça tous ensemble et de pouvoir respirer, mais pas simplement au sens d'avoir moins de gaz carbonique, mais juste de plus avoir la pression des oppressions sur son corps et sur soi. Et j'ai trouvé que ça m'a fait penser à ça quand j'ai lu le livre. Ça marche complètement, mais voilà, je partage le Ouais. système de pensée. Il y en a plein d'autres, hein, bien sûr, mais cette idée de mieux vivre et d'avoir tous une place dans l'espace public, c'est ce que tu portes. Et d'ailleurs, je voulais l'évoquer tout à l'heure, en as parlé avec le 8 mars et tout. Il y a cette question aussi de l'espace public, c'est là que ça joue et de prendre sa place dans un espace public qui n'est pas ouvert à tous et toutes. Ouais, moi je voulais dans plusieurs villes et à Paris là
là où je milite la plupart du temps. Le 7 mars, du coup, il y a une marche de nuit. Cette année, il y avait 12 000 personnes, donc qui est ouverte aux femmes et aux personnes queer. Et c'est important parce que du coup, c'est une marche de nuit pour se réapproprier l'espace public collectivement. Donc dire en fait, on a le droit d'occuper l'espace public, on a le droit et on le fait sans demander la permission ou la sécurité de l'État, sans demander cette surveillance paternelle de l'État et des effectifs de police, etc. Donc il y a quelque chose d'émancipateur dans ce projet de se réapproprier l'espace public la nuit, qui fait très peur aux services, qui fait très peur à l'État. Mmh. Et aussi là, forcément, cette année, c'était quelques semaines après l'affaire Quentin Desranques à Lyon. Donc ça a pris aussi une autre ampleur puisque c'était dans juste le quartier d'à côté. Il y avait eu des descentes de néo-nazis une semaine avant. Donc il y avait aussi quelque chose de se réapproprier la nuit en tant que femme, en tant que queer et aussi en tant qu'antifasciste face du coup à la rue qui était laissée complètement aux fascistes ces dernières semaines. Donc c'était d'autant plus fort et d'autant plus politique cette année et c'était vraiment hyper impressionnant parce qu'en plus les gens sont pas habitués aux manifestations de nuit. Donc on a beau parler avec plein de gens en fait qui étaient dans le coin, plein de gens nous ont rejoints. Forcément ça ouvre plein de discussions, etc. Et ça bouleverse de voir toutes ces femmes, toutes ces personnes queer arriver, crier des slogans antiracistes, antifascistes, anticapitalistes en pleine nuit dans Paris, quoi. Donc c'est aussi Ouais, bien un sûr. bel exemple de fête qui a donné du baume au cœur à toutes les personnes qui étaient là et qui était vraiment un très chouette moment. Mmh. Et je crois que à Toulouse, elles ont eu peur de le faire cette année à cause de ce qui s'est passé autour de Quentin Desranques. Ça a Mmh. failli être le cas aussi à Paris. Mais heureusement, il y a eu quand même cette joie collective qui a pris le dessus. Et je crois qu'il y en a une à Montpellier, mais je suis pas sûre. Et qu'il y en Oui, a je partout. confirme, j'allais le dire. Voilà, il y en a eu une à Montpellier. Moi, je vis dans le sud et il y a eu une marche, alors moins forte, hein, bien sûr, que là, mais il y a eu une marche assez rapide, assez claire dans le centre-ville. Et cette marche de nuit, c'est pas la première année hein, qu'il y a cette marche de nuit. C'est toujours un Ouais, moment bien sûr. assez fort. Moi, j'ai eu l'occasion de le couvrir pour le média où je travaillais avant, qui s'appelait Radio Parleur, et ça avait été marquant pour moi de le faire. C'est toujours des moments assez forts. Je peux vous dire qu'en son, ça va donner, vu que c'était du son, ça va donner quelque chose d'assez incroyable. J'ai vraiment passé un moment incroyable. Peut-être pour avancer, parce qu'il est déjà 19h52, je voulais quand même évoquer ce média, cette volonté de créer, tu disais aussi de recoloniser l'imaginaire, t'en parles dans le livre Les Vigilantes, je vous rappelle ce super livre. Voilà, franchement, je vous le dis, moi j'ai passé un très bon moment à le lire hier aujourd'hui. Donc, voilà. Et donc c'est problématique qui a été créée il y a quelques mois, là, quelques semaines. On est au tout début de ce nouveau média. Pour toi, c'est un exemple de cette idée des choses concrètes pour proposer un autre discours face notamment aux questions du fémonationalisme et au fascisme, mais aussi pour faire exister ces marges dont parlait Bell Hooks et dont tu parles. Ouais, le but avec Problématique aussi, c'est de donner des éclairages qu'on n'a pas l'habitude de voir, même dans la presse, indépendante. Parce qu'on a beaucoup de médias qui sont, avec un prisme, blanc ou un prisme hétéro, mais qui en ont pas Ouais. forcément, conscience. Donc là, le Mmh. but, c'est, d'avoir à la fois, comme, des outils de fond, des articles vraiment de qualité. On essaie de faire, des choses qui soient à la fois intéressantes sur le fond, mais qui soient aussi, bien écrites et cetera. Enfin, on met vraiment un soin sur chaque article très précisément, et c'est d'apporter des outils. Donc on va par exemple avoir des articles qui vont plus être sur la transmission et l'histoire. Donc Mmh. par exemple avec l'histoire de Klossman, donc un des premiers auteurs qui était Ah oui, je gay l'ai vu, antifasciste. On a le une boss. enquête sur le lobby hongrois anti-LGBT à Bruxelles. On a aussi du coup de l'analyse de tous les mouvements sociaux. On a eu une analyse là des municipales faite par Aria Mironi. On va aussi avoir un gros volet culture parce que c'est aussi important de développer nos imaginaires et de les valoriser. L'idée, voilà, c'est de donner des outils, des clés et des éclairages nouveaux. Et comme j'aime le dire, tout le monde n'est pas queer, mais tout le monde peut être problématique. Donc voilà. Et là, je vous invite aussi à lire ce super article de Jean Stern, hein, donc qui a créé Guépier dans les années 70 et qui est vraiment une pointure du journalisme dans la communauté LGBT, qui a écrit un super article sur la naissance du pinkwashing. Donc Jean Stern, il a aussi écrit un livre sur le pinkwashing d'Israël qui s'appelle Mirage gay à Tel Aviv, Mmh. si je ne me trompe pas, qui est un très bon livre. Voilà. N'hésitez pas à aller voir ça. Et là, vous avez donc Pickwashing aux racines d'une entourloupe planétaire. Il y a plein d'articles là, hyper intéressants. Moi, je vais jeter un œil. Il y a plein de choses qu'on voit pas ailleurs. Et ça, c'est toujours bien de voir des médias indés venir renouveler un peu les sujets qu'on peut avoir. Merci pour ça. C'est
l'idée, c'est vraiment quand même tu parlais de régénérer nos imaginaires. Il y a vraiment cette volonté-là aussi. Il faut qu'on pense autrement et qu'on imagine peut-être d'autres choses, d'autres possibles. Ouais. Ouais, complètement et surtout qu'on s'autorise à se dire que c'est pas parce qu'on est personne minorisée ou des femmes qu'on n'a pas un avis critique intéressant et pertinent sur la société, parce qu'on nous a beaucoup exclus, du champ, politique, de 2, on a aussi le droit de lutter pour avoir un monde, tout simplement qui donne envie d'être habité et qui soit habitable. Voilà. Et c'est possible surtout, c'est aussi ça qu'on essaie de montrer en ramenant aussi des outils de comment font, les autres, soit dans des pays, où le fascisme est déjà là, soit, enfin voilà, on essaie de s'intéresser aussi à ce qui est fait ailleurs. Il y a un gros angle, internationaliste qu'on va essayer de développer, de plus en plus, quoi. Et on aime bien, dans les formations street press, donner aussi du concret. Si on veut s'impliquer, aider, peut-être proposer des sujets ou tout simplement faire un don, comment on peut le faire? Il y a plus que juste donner de l'argent, ce qui est déjà énorme, hein, le soutien des médias indés, c'est hyper important. Mais comment on peut mettre la main à la pâte, comme on dit? Oui, bah, en fait, on peut nous proposer, des sujets, donc il y a un mail, qui est en bio de notre compte Instagram et qui est sur notre site internet. Donc envoyer un synopsis de 4 à 5 lignes assez précis quand même, avec un angle fort et on priorise évidemment des sujets qu'on voit pas ailleurs. Donc voilà, Ouais, contact@problématiquemedia.com. je le vois. Ensuite, Aujourd'hui, on est sur, évidemment, vas-y, pardon. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Aujourd'hui, on est sur des ouais. contributions bénévoles ou c'est des articles rémunérés pour des gens? Non, non, tout est, rémunéré. Sauf si OK, vraiment d'accord, ça quelqu'un c'est bien. veut sauf si par exemple un journaliste, a envie de faire un don à Problématique, en Bien grandeur sûr. nature et a envie de donner un article, Mmh. mais on prend c'est des piges qui sont D'accord. rémunérées et ensuite évidemment faire un don et en parler autour, de vous. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter aussi, voilà et en parler et puis voilà quoi. Mais Ouais, mais en faire exister, ces médias, pas pareils, comme on dit, hein, cette presse pas pareille, ça existe aussi, c'est un syndicat de la presse. N'hésitez pas, il y a aussi du merch vraiment très sympa. Nous, on a récupéré un peu. Il y a un super calendrier notamment, il est trop beau. On a eu de oui. la chance de Mmh. l'avoir. Donc, aux événements, si vous tombez sur l'équipe de Problématique, profitez-en. Voilà, il y a les t-shirts Street Press, il y a les calendriers Problématique. Vous pouvez vous faire toute une truc comme ça. Moi, je les collectionne personnellement, mais chacun ses goûts et son style. Hein. Dernière question, puisque j'ai un petit peu le temps. Il y a une condition importante que tu poses dans le livre, dans Les Vigilantes, ce livre Surveillée et surveillante. Moi, elle m'a marqué sur la fin, elle est dans la conclusion. Pour la réussite d'une réponse féministe durable et solide face au fascisme, je termine là-dessus parce qu'elle peut faire peut-être des fois un peu peur sur l'engagement des gens, parce que c'est toute une grosse responsabilité. Pour toi, ça doit être, tu l'as un peu dit tout à l'heure, anticapitaliste, révolutionnaire, décolonial. Et à ton sens, si on essaie juste de corriger l'État et l'action de l'État ou ce qui fait mal, ça fonctionnera pas. Ça, c'est quelque chose que tu revendiques. On peut pas faire les choses à moitié. C'est dur pour les associations qui essayent de faire du plaidoyer, mais en tout cas, en s'accommodant du système. Pour toi, il faut déjà réfléchir à le penser, à le changer. Oui, après ce que je dis aussi dans les pistes d'ouverture et tout, c'est que Mmh. des fois on peut, utiliser un système pour essayer d'en combattre, un autre, mais en étant, lucide sur le fait qu'on utilise un moyen pour attaquer un autre système. Enfin, je sais pas si c'est clair. Mais du coup, faut le faire de façon stratégique. Donc par exemple, si on utilise la justice, pour attaquer l'État, on sait que c'est pour affaiblir l'État et que l'intérêt d'utiliser la justice est supérieur parce que ça permet de lutter contre un autre système. Euh, mais il faut essayer de le penser de façon stratégique et surtout, il faut pas attendre de l'État qui va venir nous sauver un jour, parce que ça ne va pas arriver. Mmh. L'État est celui qui organise l'exploitation des travailleuses, des travailleurs, qui a lui-même légiféré sur qu'est-ce qu'étaient les bonnes catégories de genre, les mauvaises catégories. Et aujourd'hui, en fait, on a parfois ce travers d'essayer de se constituer en tant que catégorie victime et donc innocente, mais en fait, faut pas oublier que hier, les féministes, elles étaient criminalisées par l'État parce qu'elles pratiquaient des IVG. Je pense par exemple Mmh. au Black, donc au mouvement pour la liberté et pour l'avortement, qui faisait des actions de désobéissance civile illégale en faisant des avortements qui étaient du coup interdits, mais de façon pas clandestine. Mmh. Et donc il faut se dire que l'État a été celui qui a criminalisé nos corps, nos vies, et qui entérine nos espoirs et qui le fait bien sûr main dans la main avec une économie capitaliste. Et donc il faut être lucide.
Ça veut pas dire être complètement en dehors du système, mais quand on l'utilise, il faut pas avoir d'attente des lulus, quoi. Mmh. Oui, complètement. C'est un sujet qu'on a évoqué avec le planning familial, avec Sarah Durocher, avec Natacha Bourgine, la semaine dernière. L'action de l'État, elle a pas attendu, l'arrivée de l'extrême droite pour, jouer. Il y a une question de Thévoras qui parle de: «Est-ce qu'il y a des grandes manœuvres en cours en Europe pour couper des subventions?» et cetera et tout. Faut pas hésiter à aller voir. Alors là, j'ai moins le temps de le montrer, mais il y a un rapport, sorti tout dernièrement par le planning familial qui montre que c'est une offensive coordonnée contre les droits Bien sûr. reproductifs et oui, c'est quelque chose qui n'attend pas que l'extrême droite, le RN arrive au pouvoir ou pas. Déjà, il y a des choses et notamment on touche au porte-monnaie énormément. Tout à l'heure, on voyait ce collectif de ce terrain, la Familia. Il a marqué qu'il profitait de la faiblesse financière du planning familial pour lui s'imposer, puisque lui, il est boosté par ce milliardaire Pierre-Édouard Stérin. Bah, merci, Léane. Je crois qu'on a fait un bon tour. Est-ce qu'il y a un truc qu'on aurait oublié, un sujet que j'aurais pas évoqué? Bah, on peut pas tout évoquer parce que c'est un gros Ouais, pavé quand même. Je voilà. sais pas comment tu as fait pour y rentrer aujourd'hui, J'ai mais il essayé, est facile à lire. j'ai passé un peu de temps. Le début est un peu difficile si vous le lisez, donc si vous le lisez et que le début vous semble un peu compliqué, passez les 20 premières pages et après c'est très facile à lire et après vous revenez dessus. Non, pour là, y travailler depuis presque 1 mois et demi maintenant, un peu plus sur ces sujets-là, puisque j'ai préparé aussi avec Magali de la Souda, etc. Je trouve que c'est un bon livre pour attaquer ce sujet. Ça ouvre plein de choses et ça permet de faire, d'avoir une très bonne compréhension du phénomène et de comment on peut lutter contre ça, finalement, en seulement 300 pages, qui sont imprimées gros en plus. Franchement, c'est imprimé gros. N'hésitez Oui, pas. ça Et c'est vraiment, vrai. non, c'est hyper intéressant. Ça développe plein de choses. Merci d'ailleurs, Léane, pour ça, pour ce travail que tu as mené, parce que je sais que c'est sortir un livre, c'est toujours sortir un peu de soi. Donc, c'est vraiment hyper précieux pour nous. Et moi, j'avais très envie d'en discuter avec toi. Je rappelle l'éditeur, hein, c'est donc aux éditions JC Lattès. Vous trouvez ça dans toutes les bonnes librairies. Moi, je l'ai trouvé dans une librairie que j'adore à Belleville. Donc, n'hésitez pas. Tu voulais acheter une chose, Léane? Ouais, juste, je voulais ajouter qu'il a été encadré par Hanan Karimi, du coup, qui a écrit Les femmes musulmanes ne sont-elles pas des femmes et qui, du coup, Hmm. est maîtresse de conférences en sociologie, donc a encadré le livre pour être sûr que le fond est de niveau universitaire, mais la forme est grand public. Voilà. Oui, parce qu'on évoque, hein, je le dis, on évoque aussi Twilight, on évoque aussi plein de choses comme ça. Enfin, ayez pas peur de vous ennuyer entre parenthèses, mais si les livres de sociaux c'est toujours bien. Ça ouvre plein de choses et vraiment j'ai passé un moment hyper intéressant. Merci beaucoup. Je rappelle Problématique Média, je leur monte une dernière fois. Vous pouvez faire un don du coup pour ce nouveau média. Moi j'aime toujours les nouveaux. Pour en avoir créé un moi-même, Radio Parleur, je suis toujours heureux de voir des médias émerger. Donc n'hésitez pas, vous voyez, marquez faire un don. Vous n'hésitez pas, vous pouvez Voilà. aussi proposer des sujets. Ouais, c'est toujours là, c'est le cœur de la base. Hein. Il est là juste aussi pour Street Press, juste là. Voilà, n'hésitez pas. Merci Léane d'avoir passé ce petit morceau de soirée avec nous, d'avoir pris ce temps-là. J'espère que tu as passé un bon moment. On Oui, va te laisser continuer et on te souhaite bonne continuation et on continue à suivre ça. N'hésite pas à nous faire signe et peut-être à repasser bientôt dans les formations de Street Press pour un nouveau sujet et quelque chose comme ça. Salut à toi. salut, merci beaucoup, bonne soirée. Au revoir. Merci, je te laisse y aller. Salut. Allez, je laisse Léane tranquillement y aller. Moi, je vous dis tranquillement au revoir. N'oubliez pas, il y a quand même des petites choses à vous dire avant de vous quitter toujours. Hein. Tiens, je vais vous rappeler ça notamment. Je vous rappelle que ce cycle se termine, mais parce qu'il était en contact avec le planning familial. Hein, on était en partenariat, mais je vois que Faribol nous dit que c'est très intéressant. Flip Flap aussi. Merci à vous, c'est trop cool. N'hésitez pas à poser des questions. Hein. Là, j'en ai posé plein, mais si vous en avez, il n'y a jamais de mauvaises questions dans le chat ou ailleurs, et même dans mon métier. Une question bête, c'est mieux que pas de question du tout. Hein. Je dis toujours aux étudiants en journalisme, soyez curieux, ça marche pour vous. Donc merci d'avoir été là. N'hésitez pas, je vous donne 2-3 informations avant de vous quitter. D'abord, les formations Street Press continuent. Dans les prochains jours, je vous mets sur la chaîne du Club Street Press, je vous mets toute cette formation. Vous avez aussi la formation avec Magali de la Souda, la formation avec le planning familial. Franchement, une fois que vous avez fait ces 3 formations, vous serez prête sur ce sujet. Il n'y a pas de problème. Vous avez aussi les précédentes formations qui sont très intéressantes. Abonnez-vous, parlez-en autour de vous si vous trouvez ça cool. Vraiment, nous, on essaye de massifier au max. N'hésitez pas à me proposer des sujets aussi. Hein. Martin@streetpress.com. Je suis hyper preneur et on en discute ensemble. C'est vos formations, elles sont là aussi pour ça. Moi, je suis trop content d'être le passager, le passeur de ce sujet, mais c'est pas moi qui fais tout. Donc, n'hésitez pas à venir parler de ça. Le prochain rendez-vous sera en avril. Ça se passe à partir du 14 avril. Ça va se passer avec 7 associations un
petit peu connu. On appelle Greenpeace. On est partenaire avec Greenpeace. On va quitter un peu le sujet du féminisme. Vous allez voir qu'on va encore en parler un petit peu. On va parler d'écologie, l'écologie face à la montée de l'extrême droite. Voilà, face aussi bien sûr à la montée du climato-scepticisme, etc. Donald Trump, tout ça. On va avoir plein de choses à se raconter. 14 avril pour la première, on sera avec Sarah Fayol, qui est une des porte-paroles de Greenpeace, une des chargées de plaidoyer. Il y a plein d'autres invités que j'ai en tête. Je suis en train de caler avec eux. N'hésitez pas si vous avez des idées. Et bien sûr, voilà, si tout ça vous plaît, vous faites un don à Street Press. Ça se passe ici. Je vous remonte aussi, je termine là-dessus avec la page. Comme ça, on continue ensemble à faire ça. Merci beaucoup de suivre les formations de Street Press, des formations comme ça. On se retrouve très très vite et je vous laisse comme toujours avec, tiens, j'aime bien finir avec une citation d'Antonio Gramsci. Vous savez, c'est le père de la bataille culturelle. Street Press, c'est on mène la bataille culturelle, on essaye de le mener. C'était le grand thème de notre campagne de dons. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Il dit qu'il était pessimiste par l'intelligence, mais optimiste par la volonté. Donc voilà, soyons donc plus volontaires qu'intelligents et comme ça, on va aller jusqu'au bout. Merci d'avoir suivi ça. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à bientôt pour un nouveau stream des formations. Des bises à vous. Salut.